Rebonjour à tous, merci d'être restés avec nous pour entendre Daniel Thompson et Dominique Blanc nous parler du film que l'on vient de voir, qu'on a eu la chance de revoir ou de voir tous ensemble, de découvrir tous ensemble. Alors, dans un premier temps, on va peut-être plutôt parler de la question du scénario et de l'adaptation, puisque donc c'est ce que voilà, Daniel Thompson a construit ce film avec Patrice Chéreau pour l'adaptation et le scénario. Et voilà, donc Daniel, tu as eu un parcours qui t'a mené dans plein de directions différentes. Alors je vous redis en deux mots, hein, donc avec Gérard Roury, ton père, scénario, dialogue, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, La Boum, Maladie d'amour, et donc on arrive à la rencontre avec Patrice Chéreau. Et alors, j'arrête au moment de la Reine Margot, bien sûr, il y a plein de choses qui ont suivi, mais on va peut-être aujourd'hui parler plus de ça. Oui, mais non, Voilà, on va pas parler, exactement. On va pas parler de tout ça. Donc voilà, ta rencontre avec Patrice Chéreau et comment vous avez eu l'envie de travailler ensemble sur cette aventure à partir du roman d'Alexandre Dumas. Ben, c'est-à-dire que Patrice était en train de terminer l'adaptation des Trois Mousquetaires. Et nous connaissions et nous étions amis et nous appartenions à des univers de travail très très différents, ce qui fait que ça a été une grosse surprise pour tout le monde, y compris pour moi, quand il m'a... Enfin, je refais un petit pas en arrière. Donc il m'a téléphoné un jour en me disant je suis complètement désespéré. Je suis arrivé au bout de mon adaptation des Trois Mousquetaires qu'il voulait faire avec toute son école des Amandiers, pour avoir enfin une adaptation des Trois Mousquetaires avec des garçons qui avaient vraiment l'âge des Trois Mousquetaires, c'est-à-dire 18, 19, 20 ans, alors que toutes les adaptations de ce roman ont toujours été évidemment construites autour d'acteurs très, très connus, donc plus âgés. Alors ce rêve était en train malheureusement de disparaître parce qu'il y avait une autre adaptation de Jean Becker qui était prête à être tournée, qui d'ailleurs ne s'est jamais faite, mais nous ne le savions pas. Et donc, il était absolument désespéré après plusieurs mois de travail. Il m'a appelé en me demandant si j'avais une idée. Et en fait, j'avais lu La Reine Margot, que bizarrement tout le monde connaît aujourd'hui, beaucoup grâce à ce film, parce qu'à l'époque, c'était un des romans les plus obscurs d'Alexandre Dumas. Tout le monde connaissait bien sûr Les Trois Mousquetaires et toute la saga des Trois Mousquetaires, et puis évidemment Monte Cristo, et puis même d'autres romans. Mais La Reine Margot était un roman extrêmement ignoré, à tel point que quand j'ai eu l'idée de lui apporter ce livre, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas trouvé dans ma bibliothèque alors que je l'avais lu quand j'avais 15 ans. Je ne l'ai pas retrouvé chez mon père, je l'ai trouvé nulle part et j'ai commencé à chercher partout. Patrice était parti en Avignon diriger Hamlet. Et finalement, c'est mon père qui m'a appelé quelques jours après en me disant je me suis promené dans Montmartre et j'ai trouvé une copie de La Reine Margot chez un vieux libraire. Donc j'ai pris ces bouquins, puisque c'est 2 tomes, d'une grande saga, qui est toute la saga en fait des Valois, c'est-à-dire que ce roman, La Reine Margot, est suivi de 2 autres, 2 et 3 je crois, La Dame de Montsoreau et les 45, qui racontent toute la fin de cette famille terrible, dont on vient de voir évidemment le traitement que Patrice en a fait. Et donc voilà. Donc je suis parti pour Avignon. Je lui ai donné ses livres à lire et en me disant bon ben voilà, je lui ai donné une idée. Maintenant, c'est son projet. Et puis il m'a appelé quelques jours plus tard en me disant est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec moi. J'étais complètement stupéfaite. Je lui ai dit bah oui, ça me passionnerait bien sûr. Voilà. Et donc on a commencé. Alors si je peux vous conseiller, si vous avez la patience, c'est de lire le roman de la Reine Margot, parce que là, on se rend vraiment compte du travail d'adaptation énorme que nous avons fait ensemble et qui a pris vraiment beaucoup de temps, parce que c'est un roman foisonnant, c'est un roman à la fois vraiment très 19e siècle, très romanesque, c'est un grand roman d'aventure, et Patrice voulait en faire un film shakespearien, donc c'était pas du tout le même esprit. Non seulement ça, mais en plus, le personnage de la Reine Margot dans l'œuvre de Dumas est un personnage très inexistant dans le roman.
parce que le roman, c'est l'histoire de La Mole et Coconas. C'est l'histoire de ces deux garçons, l'un protestant, l'autre catholique, qui se rencontrent le fameux soir de la Saint-Barthélemy, et qui mènent toute cette histoire. Et nous, on voulait, enfin, Patrice rêvait de travailler avec Isabelle, et un des grands travaux d'adaptation qu'on a fait, c'est de transformer le rôle de cette fameuse reine Margot en un rôle magnifique, un rôle de femme superbe, ce qui n'était évidemment pas le cas dans le roman. Alors, je dois dire, bon, ça fait maintenant plus de 30 ans, j'ai du mal maintenant à me souvenir, même moi, de ce qu'étaient des choses du roman que nous avons complètement transformé, parce qu'il y en a tellement. Mais l'histoire qui passionnait Patrice, c'est que c'était évidemment quelque chose de complètement en concordance avec l'époque, avec les drames qui se passaient en Europe à l'époque, en Bosnie, déjà en Iran. Il s'est beaucoup inspiré, on le voit dans ses plans des charniers après la Saint-Barthélemy, qui est quand même, il faut se souvenir, le plus grand massacre qui ait jamais eu lieu en France, Dieu merci, jamais. On raconte que la Seine était rouge, tellement le sang coulait dans les rues jusqu'à la rivière. Enfin, ça a été une atrocité. Et donc on s'est mis au travail. Et donc, je disais que ils étaient très, très inspirés par les images des camps de concentration, des charniers, de toutes ces images qu'il a fait pratiquement reconstituer avec ses charrettes, avec ses corps, enfin, qui nous ont tous bouleversés. Ce sont des images qu'on a tous vues, bien sûr. Et puis un mélange alors je m'écarte un peu de l'adaptation, parce que ça, c'était vraiment un travail de fourmi qu'on a fait la main dans la main pendant plusieurs années, parce qu'on reprenait beaucoup les différentes versions le long des années qui passaient, parce que le montage du film a été très 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 dur financièrement, parce que comme on peut le voir sur l'écran, je pense qu'on se rend compte que c'est évidemment une entreprise gigantesque qui a été donc entreprise par Claude Berry. Donc on travaillait pendant des mois, puis après on se quittait, il allait faire une mise en scène d'opéra, moi j'allais écrire un autre film, et puis on se retrouvait, on recommençait, on reprenait, on retravaillait. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, mais donc voilà, c'est un film, évidemment, c'est très bouleversant pour moi de revoir toutes ces images, parce que chaque décision de chaque moment, de chaque scène, ça a été quelque chose qu'on a peaufiné ensemble. Et ensuite, je dois dire que quand j'ai vu les images tournées par Patrice, vous savez, un scénariste, il voit après le travail du metteur en scène, et j'ai eu de la chance, j'ai rarement été déçu, mais ça peut arriver. Et là, moi, quand j'ai vu les images tournées par Patrice, il avait transcendé ce scénario de manière extraordinaire. Alors la seule chose dont je me souviens, j'essaie de me souvenir pendant c'est que cette histoire du livre, c'est nous qui l'avons complètement transformé. Ce livre, je sais que dans le livre de Dumas, il n'appartient pas du tout à La Mole, que tout ce plot un peu thriller comme ça, c'est une de nos inventions, mais il y en a beaucoup d'autres pour arriver à quand même si le film est quand même long, ce sont quand même deux gros romans bien épais. Et voilà, que je vous recommande de lire. Ça serait très amusant de le lire après avoir vu ça. Alors justement, il y avait le roman d'Alexandre Dumas et la liberté que lui avait prise par rapport à l'histoire, j'entends avec un grand H. Par exemple, tu viens de citer la question du livre, qui n'est donc pas dans le roman, qui n'est donc pas dans l'histoire. Alors le livre existe, mais il n'existe pas de cette manière-là. Et donc vous aviez deux niveaux de liberté, je dirais, par rapport au roman et par rapport à l'histoire. Est-ce que vous vous êtes aussi écarté de l'histoire, des faits historiques, avec autant de liberté que du roman? Je pense qu'on est plus proche des faits historiques que ne l'a été Dumas. Parce que nous, on a évidemment, c'est un travail de détective, parce qu'on a lu, bien sûr, tout ce qu'a lu Dumas. Parce qu'il y avait bien sûr tous les rapports des ambassadeurs, qui sont des textes absolument passionnants, puisqu'ils racontent ce qui se passe dans un pays. Enfin, donc il y avait tous les textes des ambassadeurs à la cour des Valois, qui était quand même probablement la cour la plus brillante d'Europe à l'époque. Très raffiné, effectivement, avec ce personnage de Catherine de Médicis
qui est très très caricaturée dans Dumas et aussi chez nous, parce qu'en fait c'est une femme, il y a plusieurs biographies de Catherine de Médicis, c'est un personnage passionnant et dont on a fait quand même une abominable sorcière, même si l'interprétation de Viviane Alisi est extraordinaire. Mais on a lu énormément de biographies, on a beaucoup lu, il y a une magnifique biographie de Henri IV, puisqu'Henri de Navarre va devenir Henri IV, qui est d'Heinrich Mann, le frère de Thomas Mann, qui est un historien et un écrivain magnifique. Enfin, je vous en cite deux, mais il y en a, voilà, on a beaucoup lu pour s'imprégner de la vérité, de l'époque, de nous, ce qu'on voulait en faire, et de en effet, cette difficile explication quand même pour le public de ce qu'étaient les guerres de religion, des implications par rapport aux guerres de l'Europe entre, bien sûr, l'Espagne qui était catholique et les Pays-Bas qui étaient protestants et l'Angleterre. Enfin, tout ça est une page d'histoire sanglante et passionnante. Et donc, il fallait choisir notre histoire principale qui est quand même, en effet, l'histoire d'amour entre elle et la Mole pour nous et surtout le portrait de cette famille voilà, des Atrides, enfin et puis voilà. Alors le personnage d'ailleurs que joue Dominique, qui est une sorte de personnage très frivole dans le roman de Dumas et qui évidemment là dont nous avons fait quelqu'un d'une perfidie et d'un personnage qui est mystérieux, qui est très intéressant par le traitement que Patrice lui a donné, j'imagine, la manière dont vous avez travaillé ce personnage, parce que ce sont des scènes dans le livre de Dumas qui sont légères, vraiment légères, avec voilà, ce quatuor qui s'amuse, même quand l'époque est tellement terrible, mais voilà, l'esprit est l'esprit de Chéreau là-dedans beaucoup plus que celui de Dumas. Mais merci Dumas, quand même. Et alors, pour aller un petit peu continuer dans cette veine-là, sur la question des dialogues, qui sont, ça m'a frappé particulièrement aujourd'hui, je trouve, d'une grande limpidité, presque quotidien à la façon d'eux, mais on n'a pas l'impression de quelque chose d'ampoulé, il me semble. Et donc, comment vous avez travaillé cette question des dialogues? Alors, les dialogues sont c'est une question très très importante pour nous. Alors les dialogues de Dumas, ils sont très 19e siècle, ils sont très ampoulés justement, ils sont très, alors, du coup très démodés. En même temps, à l'époque, on ne parlait pas du tout le français de cette manière-là, ni comme au 19e siècle, ni bien sûr comme maintenant, donc c'est une autre langue. On voulait donc donner une modernité, et ce que Patrice me demandait surtout, c'était d'arriver à trouver un langage un peu décalé, qui était de temps en temps des choses extrêmement quotidienne et voilà, très, très, très facile pour un public enfin, de l'époque, mais d'aujourd'hui. Et quand même qu'on sente que c'était pas comme ça non plus. Alors c'était un travail très intéressant que j'ai adoré faire. Mais voilà, il y a tout à coup des espèces d'envolées comme ça. Puis il y a d'ailleurs quelques dialogues de Dumas, car bien sûr, j'ai pas aucune raison de me priver. Mais il fallait vraiment trouver quelque chose qui fasse que le public sente qu'on est en train de lui montrer vraiment une autre époque. Et puis il y a une anecdote que j'adore, c'est qu'il y avait eu une première version de La Reine Margot qui avait été jouée par Jeanne Moreau, de Jean Dréville. Et au moment où on travaillait sur le scénario, Patrice a demandé une projection à la Cinémathèque. Je me souviens, la Cinémathèque était encore dans le bois de Boulogne à l'époque. On est allés tous les deux un matin, tout seuls, voir ce film. Et le film est très très kitsch, vraiment très proche de Dumas. C'est une adaptation beaucoup plus fidèle que la nôtre. Et on est sorti de là, il y avait un matin, on est sorti de là, il y a du soleil, on était un peu comme ça, et Patrice s'est retourné vers moi et m'a dit, bon, alors, il y a une chose, c'est que dans mon film, il n'y aura pas de chapeau. Alors, j'ai dit, bon, effectivement, vous avez pu constater, à part effectivement les cardinaux à l'église, mais il n'y a pas un seul chapeau dans le film, et il y a aussi ce mélange des coiffures, qui sont en effet dans les films d'époque, surtout comme je disais tout à l'heure, avant La Reine Margot,
tout le monde est coiffé pareil, tout le monde a le même petit chapeau avec la petite plume quand il s'agit de cette époque-là. Et là, les cheveux très longs, les cheveux très courts, c'est barbe, pas de barbe. Comme aujourd'hui, les gens n'étaient pas tous les mêmes. Ça donne une modernité aussi, bien sûr. Et puis, il a été, bien sûr, absolument passionné par toutes les œuvres de la Renaissance, les tableaux, beaucoup de tableaux du Caravage. Et c'est fou, d'ailleurs, ce qu'on voit, la lumière que Philippe Rousselot a faite, qui complètement imprégné de cette lumière-là, avec cette invention, avec ces espèces de boîtes à lumière absolument magnifiques. Donc tout ça, ce sont des choses... voilà, mais enfin, pour l'adaptation, j'ai peut-être des questions à poser, mais je ne sais pas. Oui, alors est-ce que peut-être, ou sinon, Dominique, je voulais te poser peut-être une question d'abord, et puis après on donnera la parole au public plus largement pour toutes les deux, si ça vous va. Alors, donc, oui, le personnage d'Henriette est, je trouve effectivement assez énigmatique. Comment est-ce que vous l'avez abordé avec Patrice Chéreau? Comment est-ce qu'il a raconté la présence de cette femme? En fait, la première fois qu'il m'a parlé du film, c'était en 89, si je ne m'abuse. Il m'a photocopié les 2 volumes de La Reine Margot. Et puis, il m'a photocopié, parce que c'était un homme précis et précieux, le livre sur Henri IV dont tu parlais. Voilà. De Heinrich Mann. Et puis après, il y a eu tout un tas de versions au cours de toutes ces années. Mais ça, merci. Tu es plus à même d'en parler que moi, Daniel. Et donc, le personnage d'Henriette, duchesse de Nevers, il y a eu un moment où j'allais faire le film, et puis régulièrement, j'allais plus le faire pour des histoires de production, en fait. Voilà. Et puis finalement, ça s'est fait. Et il m'a beaucoup parlé pour Henriette, il m'a beaucoup parlé de Shakespeare. Évidemment, on a eu des séances de lecture assez inoubliables. Ah non. Pardon. Dans un studio de télévision en banlieue, où il nous parlait aussi énormément des peintures de Francis Bacon, pour nous donner une idée de l'atmosphère, justement. Nous avons fait des lectures à la table qui étaient passionnantes. Et en fait, il avait très envie que les comédiens se lèvent et qu'on commence à répéter et qu'on commence à jouer. Et moi, j'en avais très envie aussi. Je crois que tous ceux qui venaient du théâtre en avaient très envie. Mais les comédiens qui venaient du cinéma avaient peur de ce que je comprends complètement, de déflorer quelque chose. Donc, nous avons fait ces lectures à la table. Et ce dont je me rappelle surtout, c'est qu'il m'a dit, tu sais, quand elle est dans la nuit de la Saint-Barthélemy, qu'elle croise Coconas qui tout d'un coup va sabrer le jeune homme avec le sang qui jaillit, c'est probablement pour elle une espèce d'extase, de jubilation, parce que cette femme aime le sexe, mais elle aime aussi le sang, elle aime la guerre, elle est un personnage très noir. Et ça fait rêver tout de suite. Ça ouvre tout un champ de possibles. Pardon? Ça ouvre un champ de possibles. Ah, illimité. Alors, tu l'as abordé un petit peu, la différence entre Patrice Chéreau, metteur en scène, et Patrice Chéreau, réalisateur et directeur d'acteurs au cinéma. Est-ce que tu peux la raconter? Ah oui, mais c'est le même, c'est tout à fait le même personnage, c'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a du génie pour diriger les comédiens, que ce soit au théâtre, au cinéma et à l'opéra, où je ne l'ai pas... évidemment, il ne m'a pas dirigé à l'opéra, mais j'ai assisté à des répétitions, par exemple, de Lucio Silla, et c'est toujours la même exigence, la même concentration, la même précision. Je crois que c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut. Donc, évidemment, quand il y a une complicité qui est faite du fait des années, du fait qu'on a travaillé ensemble, ça va beaucoup plus vite.
Et il exige toujours plus haut et toujours plus fort. Et c'est ça qui fait que c'était magnifique de travailler avec lui, parce qu'on allait loin avec lui. Et personnellement, je n'avais peur de rien. Il aurait vraiment pu me demander tout. Il l'a fait d'ailleurs. Et c'était sans limite. Et quand il connaissait les gens, c'est vrai que du coup, on travaillait très très vite. Le tournage a été évidemment passionnant. C'était une coproduction, je crois, espagnole, italienne, allemande, enfin, tous ces pays-là, portugaise. Et ce qui était extraordinaire, c'est un grand Européen, ce Patrice Chéreau, parce qu'en fait, il dirigeait en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, et on finissait tous par parler évidemment la même langue, parce qu'on a senti tous dès le départ que grâce à lui, grâce à Daniel, grâce à Claude Berry, on était dans une aventure qui était une aventure hors du commun, vraiment. Et je crois qu'il y avait la lumière de Philippe Rousselot, génie absolu de la lumière. Il y avait le génie de Moïdele Bickel, costumière de la Schaubühne, qui, croyez-le-moi, n'avait jamais travaillé pour le cinéma. C'est incroyable, elle n'avait jamais fait de costume pour le cinéma. Voilà, il y avait une énorme équipe. Et je crois qu'il avait le don de faire en sorte qu'on soit tous au plus haut de nos talents. Voilà, tous réunis. Alors, je voulais vous signaler aussi quelque chose, c'est que le rôle de Coligny, il avait été écrit non pas pour Jean-Claude Brialy, mais pour Michel Piccoli, qui devait le jouer et qui a eu un petit problème de santé à ce moment-là, et qui donc a été obligé de lâcher le film. Et je revois toujours ce film en me disant, je me souviens tellement, parce qu'on a évidemment beaucoup parlé de Michel pendant toute voilà, la conception parce que c'était formidablement intéressant aussi pour nous d'imaginer la distribution, parce qu'il y avait tellement de personnages, notamment d'ailleurs alors Isabelle a toujours été présente bien sûr, sauf d'ailleurs quand tout à coup elle est partie faire un film aux États-Unis, que ça a remis tout en question. Enfin, ça a été assez compliqué, comme le timing a été compliqué. C'est pour ça que je disais avant la projection qu'on a travaillé des années. Mais c'était passionnant d'imaginer tous ces personnages, et donc voilà, je pense qu'il a toujours pensé à toi pour la Nevers, la Nevers. Et puis, mais il y avait des personnages comme la sauve, la jeune fille qu'on jette par la fenêtre avec le rouge à lèvres. Et puis bien sûr Catherine de Médicis, parce qu'il avait pensé à Sophia Loren, à Monica Vitti, qu'il était allé voir. Bon, et puis finalement, ça s'est concrétisé autour de Viernalisi, qui était très inattendu, parce que Viernalisi était une comédienne italienne un peu oubliée déjà à l'époque, qui avait fait des films un peu légers et pas très intéressants, et qu'il est allé chercher, et à laquelle il a donné ce personnage extraordinaire. Il lui a donc rasé le front pour que ça lui donne cette gueule, parce qu'elle était plutôt un joli sex symbole dans sa jeunesse d'actrice, plutôt plus un peu comme ça, starlet. Et en fait, évidemment, elle est magnifique. Et voilà, mais c'est une aventure qui a été absolument extraordinaire à vivre ensemble. Combien de versions in fine vous avez faites, tu te rappelles? Des versions du scénario, il y en a eu beaucoup. Jean-Pierre Lavoignat est en train qui est en train d'écrire un livre sur la reine Margot. Je lui ai confié, je sais pas, j'ai une hauteur comme ça de différentes versions du scénario, tout ça avec des notes de Patrice, avec voilà, on recommençait, je lui lisais les dialogues, j'avais le trac, il me faisait enlever, rajouter des choses. Enfin, c'était le travail de collaboration qu'on a sur les films. Mais c'était passionnant. Et puis, je pense toujours à ça, parce qu'il y a quelque chose d'incroyablement à la fois viril et délicat dans le film. Et c'est
tout à fait la personnalité de Patrice, qui était un homme pas très grand, assez, comment dire, puissant physiquement, avec des gestes incroyablement, presque des gestes de danseur. Quand il dirigeait, quand il parlait, avec des mains très très jolies et très très longues. En effet, une grande admiration pour Bacon, dont il s'est inspiré aussi énormément pour le film que tu vas présenter demain, Ceux qui même prendront le train, voilà, tout l'univers autour du peintre est copié vraiment littéralement très 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 inspiré de l'atelier de Bacon, qui est une espèce de foutoir d'artistes dément. Et voilà, on va peut-être donner la parole. Alors oui, c'est ce que j'allais dire. Il nous Ouais. reste plus très longtemps. Est-ce qu'il y a des questions pour Daniel Thompson et Dominique Blanc parmi vous? J'aurais juste une question sur. J'aurais bien aimé connaître votre avis sur par rapport aux films un peu, les grands films d'époque comme ça, récents. Si vous pensez que, comment vous les trouvez, si vous pensez qu'il y aurait des choses à changer ou à modifier. Quel film récent? Bah, peut-être les récentes adaptations de Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, Les Trois Mousquetaires, tout ce genre Mais de choses. comme je le disais tout à l'heure, je pense que depuis ce film, voilà, il y a plus eu de costumes tout neufs, il n'y a plus eu le côté carton-pâte qui avait. Enfin, vous êtes trop jeune pour avoir vu les films d'avant. J'en ai vu beaucoup plus que vous ne pensiez. Ah bon, d'accord. Mais, mais c'est vrai que, par exemple, j'ai revu, moi, il n'y a pas longtemps, un magnifique film que j'avais adoré à l'époque et qui s'appelle A Man for All Seasons, la fameuse histoire de Thomas More, qui est un film anglais absolument magnifique et qui est toujours magnifique. Mais je voyais les costumes qui ont tous l'air de sortir de l'atelier, repassés, propres, etc. Et voilà, là, il y a de la crasse, il y a du sang, c'est extraordinaire. J'ai un souvenir incroyable de ma première visite dans l'espèce d'atelier où Patrice faisait la préparation et où il y avait des cuves bizarrement qui ressemblaient aux cuves de chewing-gum de Rabbi Jacob, des espèces d'énormes cuves où il y avait du bleu, du rose, du vert, où on faisait vieillir les costumes, on les teignait, on les vieillissait, on les patinait. Il n'y a pas un seul costume qui a l'air qui est neuf. C'est complètement comme dans la vraie vie de l'époque ou d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que je pense que ce film, pour répondre à votre question, a eu même une influence sur les films qui se font aujourd'hui, où il y a cette sensualité et quelque chose de complètement proche des corps et voilà, d'une violence et même la sexualité d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de nus dans le film, alors que ça ne se faisait pas du tout dans les films d'époque avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nous? Merci. Je voulais savoir, le film donc sort en 1994. Vous dites que vous avez passé plusieurs années finalement à travailler dessus en préparation. Est-ce que dans vos discussions, il y a aussi dans ce film une métaphore du sida? Alors, bizarrement, on était beaucoup plus influencé par l'actualité politique et les guerres qui étaient donc, évidemment en Europe que ça, beaucoup plus aussi sur en effet les massacres de la Deuxième Guerre mondiale et on était peu enfin, ça faisait partie de nos conversations, mais ça n'était pas vraiment quelque chose qui était à l'intérieur du film. Madame. Alors, ce sera peut-être l'avant-dernière ou la dernière question, je vous préviens. La dernière, on me dit. Oui, Voilà. je voulais savoir si le parti pris stylistique du film, c'est-à-dire c'est un film très frontal, avec effectivement les corps, le sang, enfin, a été un choix rapide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de notation du contexte historique. Et je voulais savoir si
dès très vite dans la préparation du film, ce choix-là a été décidé? Alors, je ne comprends pas complètement votre question. Tout ce qui est esthétique dans le film, c'est le choix de Patrice. C'est sa mise en scène, c'est sa vision de l'époque. Mais sa vision de l'époque, elle est quand même très ancrée dans une réalité des faits qui se sont passés à l'époque. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le plus grand. Enfin, tout de même, l'histoire est autour du plus grand massacre. Voilà, il y a eu en une seule nuit plus de 6000 personnes qui ont été massacrées dans les rues de Paris et ensuite un petit peu partout en France. La population de Genève, je crois, il y a eu 20 000 personnes qui sont parties là-bas dans l'année qui a suivi. Enfin, ça a été voilà, un traumatisme européen absolument monumental. Donc ça, on est resté très très ancré dans cette réalité-là. Maintenant, comme je le disais, les choix esthétiques, c'est vraiment l'immense talent de Patrice, et puis cette passion du mouvement, de quelque chose qui est toujours en train de bouger, puis du coup, quand il y a quelques scènes un peu statiques, elles sont très 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 elles produisent une concentration énorme parce qu'on a été tellement embarqué. Enfin, moi, je suis à chaque fois époustouflé par cette scène de la Saint-Barthélemy que je trouve d'une beauté esthétique incroyable. La chasse. Alors, Et voilà, celle du mariage. la chasse, c'est extraordinaire. Donc, c'est vrai que quand on écrit un scénario, on écrit que le sanglier court, que les chevaux courent derrière, que tout à coup la Navarre va se jeter sur le sanglier, lui mettre un couteau dans le flanc, qu'il y a un regard de l'un ou de l'autre. Mais ce qui se passe vraiment sur l'écran au moment où il retourne, d'ailleurs ça a été une séquence épuisante à tourner pour lui, je me souviens de sa fatigue, parce que ça a été des jours et des jours cette chasse. On a toujours un peu l'impression que les choses se font vite. Mais ça, c'est vraiment son sens de la mise en scène, son sens de la dramaturgie, son immense talent. Des scènes comme la scène que personnellement j'adore entre le roi et quand il est chez sa maîtresse Marie, et qu'il y a cette scène entre les deux, ce sont 2 journées de travail. Moi, je me souviens, les rushs, j'ai vu des heures et des heures de rush de cette scène, et puis il y a un montage incroyable avec les regards de Anglade, dont il faut aussi parler, parce qu'Anglade est absolument fabuleux. Donc, oui, ouais. Parce qu'on a quand même affaire en effet, un roi un peu fou, même très fou, un personnage qui, en effet, ça c'est raconté par tous les historiens de l'époque, il est mort dans une suée de sang, et je ne sais pas quelle est la maladie vraiment, parce que ça n'a rien à voir avec le livre, parce que ça, le livre, c'est nous qui l'avons inventé, c'est que dans cette séquence-là. Mais il est mort dans une suée de sang, et il a dit qu'il pensait que c'était la vengeance des protestants et de ces gens qu'il avait quand même accepté de massacrer. Parce que tout ça, en effet, comme on essaye de le faire comprendre, ils décident de tuer les chefs. Ils veulent tuer 11 personnes, 12, 15. Il y a une liste. Enfin, c'est morbide. Mais de cette liste de 15 personnes, bah, finalement, ça s'est transformé en des milliers. Et puis une dernière chose que je voulais dire aussi, une des grandes influences, dernière, je crois. une des grosses influences de Patrice, ça a été Le Parrain. Parce que, par exemple, toute cette scène du mariage, on en parlait beaucoup au moment où on a écrit cette scène du mariage dans le jardin, et, encore une fois avec tous ces mouvements de foule, etc. Et puis le cabinet secret dans lequel est en train de se tramer un des plus grands drames du siècle. Pendant ce temps-là, dans ce cabinet retiré, et puis les gens qui s'amusent dehors, ça c'était vraiment quelque chose qui a été, voilà, Scorsese a été aussi un petit peu une influence. Bien, écoutez, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous.